Il y a 2 ans, j'ai tenté d'établir un nouveau record d'ascension sur la 2e plus haute montagne du monde, le K2. Et j'ai pas réussi. À 8300 mètres, je me suis écroulé. Cette année, j'y retourne avec plus de maturité. J'ai vraiment pas envie de revivre le même cauchemar. Pour ça, je vais me préparer du mieux que je puisse. Je m'appelle Benjamin Védrine et je vous propose de me suivre dans les coulisses de cette préparation. Pousser le corps dans ses derniers retranchements en très haute altitude, c'est pas anodin. Surtout quand ton objectif, c'est de grimper le K2 à la journée sans oxygène. Malgré tout l'entraînement réalisé, je sais pas comment mon corps va réagir là-haut. Il y a encore tellement d'inconnus sur l'adaptation de l'homme à ces attitudes extrêmes. Je me pose donc pas mal de questions sur ce que je fais mal ou ce que je peux encore améliorer, notamment sur la respiration. Apprendre à mieux respirer pour mieux gérer ce manque d'oxygène, c'est peut-être la clé au final. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé d'aller à la rencontre de Guillaume Néry, l'un des meilleurs apnéistes du monde. Guillaume connaît bien les enjeux de l'hypoxie et il va pouvoir m'aider dans la préparation de mon défi. J'ai toujours quand même aimé l'apnée, tu vois, au fond. Je me souviens, chez mon frère à Marseille, je faisais pas mal de chasse sous-marine. Genre là, je me verrais bien, tu vois, faire juste de l'apnée à 2-3 mètres, là, tranquille. Dès qu'il y a un petit promontoire, en tant que montagnard, tu profites de l'occasion pour y monter. Hein. T'as vu, là, c'est quand même le premier réflexe qu'on a eu. Hein. On va au fur et à mesure proche de cet environnement hostile pour nous. Je crois qu'il va dire quoi, Guillaume? Je sais pas, qu'on soit pas genre à toucher l'eau alors qu'on est à côté de la mer. Ça va? On s'est dit, on se mettait sur les hauteurs, tu vois, en bon montagnard. Bienvenue. Bah ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Trop content d'être là. Ce qui m'intéressait dans l'apnée, c'était que on avait 2 environnements qui étaient totalement différents, mais que toi tu plonges vers le bas et que moi je grimpe vers le haut. Il y a une notion de verticalité déjà. Évident. Ouais. Et puis il y a ce point commun qui est le manque d'oxygène. Et surtout moi dans mon cas de perspective du K2 de cet été, ben, je suis clairement là-dedans, quoi, tu vois. Dès l'âge de 4 ans, je faisais des grosses randos. Mes parents ils m'embarquaient partout. Dans les années 80 où c'était moins développé qu'aujourd'hui. Ouais. Du coup, j'ai un peu cette culture, grands espaces, monter au sommet, redescendre. Ouais, ça te parle, quoi. Ça me parle. Ouais. Mais à l'adolescence, à un moment donné, le déclic il est venu par là. Mais je pense que ce sont les mêmes rouages. Je sais qu'en montagne, ce qui me plaisait, ce qui m'attirait, quand avec mes parents on allait faire une rando, on allait à un lac ou un truc comme ça me faisait pas la même chose que si on allait faire un sommet. Mais alors quand tu plonges en profondeur, à l'inverse, t'as pas d'horizon. Tu t'éloignes de l'horizon même. Tu n'as pas d'horizon, mais tu vas dans un endroit où personne ne va. C'est dans ce sens-là. Voilà, dans ce côté exploration. Ce côté exploration de l'inconnu. Et ce qui était fascinant, c'est de se dire, cet inconnu, il est là. Tu vois, le fait de mettre une paire de palmes, et tu y vas tout seul, tu descends de tes propres moyens, et quand tu reviens, entre guillemets dans le monde des humains normaux, tu te dis, ok, là j'y suis allé, c'est juste là, et voilà, je vais à un endroit, il n'y a personne qui peut y aller, mais moi j'y suis allé et j'ai trouvé le moyen d'y aller. Et ça, il y a quelque chose que je trouve qui va au-delà du sport en fait, et je crois que c'est ça que j'allais chercher. Ça rentre pas dans un classement, ça rentre pas dans l'idée de compétition avec un autre, il y a vraiment cette recherche avec toi-même. Quand j'étais gosse, je voulais être astronaute et je me disais qu'est-ce que ça peut faire, ça doit faire d'être sur la Lune, d'être en apesanteur, de se sentir léger. Et en gros, quand j'ai commencé à être vraiment à l'aise sous l'eau, je me suis dit, grâce à l'eau, je peux faire pareil. Donc je m'amusais à prendre des cailloux, à marcher avec, à sauter avec. Ce pourquoi j'avais beaucoup d'inspiration pour l'apnée, c'était aussi ces exercices de respiration que nous, on ne fait pas du tout, les alpinistes.
On ne se concentre pas tant sur cet aspect-là. Je pense que la culture alpinistique, elle est assez rude, tu vois. Tu sais, c'est marche ou crève un peu, tu vois. Tu vois, toutes ces histoires de yoga, de respiration carrée, de choses un peu modernes qui viennent au goût du jour maintenant, et ben ça intéresse de plus en plus les montagnards, mine de rien. Parce qu'aussi les cultures changent dans la société, quoi, tu vois. Je sens que des fois en montagne, j'ai besoin vraiment de me reconnecter avec moi-même, avec mon esprit, de refaire le vide autour de moi, alors qu'autour de moi, c'est un peu, entre guillemets, le chaos. Il n'y a rien qui prête à la réflexion, quoi, à l'apaisement. Il y a du vent, il y a de la neige, la situation dans laquelle je suis, elle est périlleuse. Enfin, ce que j'ai vécu à 2 ans au K2, c'était ça, quoi. C'était genre, il neigeait, c'était la merde. J'étais tout seul et puis je savais plus trop quoi faire et puis il fallait que je prenne des décisions à chaque fois. Mais il y a quand même cette notion de devoir plus se reconnecter avec soi-même, tu vois, par rapport à vous, où c'est le principe de base, je pense, d'être connecté avec vous-même tout le long. L'écoute de soi, c'est fondamental. Ouais. Et c'est là où je te dis la notion de prise de risque et tout, c'est hyper dur selon les cultures sportives d'où tu viens. Tu vois, en alpinisme notamment, sur les 8000, ils sont globalement assez élevés, quoi. J'essaie de mettre tout en œuvre pour pas que ça survienne à nouveau. Peut-être que si j'étais plus connecté, si tu veux, à ma perception globale de mon corps, et ben peut-être que j'aurais perçu les symptômes de cette hypoxie sévère. Ce projet du K2, tu le vois comme un aboutissement ou comme une étape? Si j'ai vraiment à être honnête avec toi, je le vois comme une étape. Mais je le vois aussi comme une manière à moi de me prouver que je suis peut-être capable aussi de, comme on le disait tout à l'heure, moi ça faisait écho quand tu disais de changer d'entraînement, de changer de vision des choses, de te remettre en question sur la manière d'appréhender tes projets, tu vois. Et après, l'ascension en elle-même du K2, donc comme je te dis, à voie normale, corde fixe, alors c'est sans oxygène mais c'est à la journée, c'est pas évident, c'est dur, mais il y a encore d'autres réalisations qui me font rêver, évidemment. Comme quoi, par exemple, tu le dis pas encore, tu veux pas? Si, je peux te le dire. Mais Thibaut coupera au montage. Ok. Pour une même personne, quelle est l'habitude de s'exposer à des situations d'hypoxie préalable avec apprentissage de la gestion respiratoire, je me dis que dans une situation un peu critique, où il faut être dans la prise de décision, où le manque d'air peut être un peu problématique à un moment donné, juste arriver à être un poil plus lucide. À mon avis, il y a de ça aussi. Il y a de ça, tu vois, arriver à comprendre comment tu respires, arriver à comprendre que tu peux avoir le contrôle là-dessus. Mais avoir un degré de conscience. Et avoir un degré de conscience, voilà. J'ai été un peu élevé dans mon approche de l'apnée par mon mentor qui s'appelle Claude Chapuis, qui m'a toujours fait travailler dès mes 14-15 ans, ce qu'il appelait la rusticité. Tu dois être capable d'y aller dans toutes les conditions. Voilà. Quand tu arrives à un moment donné au plus haut niveau, que tu dois battre un record du monde, c'est vrai qu'il faut que les planètes soient alignées, il faut que tu aies la bonne combi, il faut que... Mais il faut toujours accepter une certaine part d'inconnu, d'imperfection aussi. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Bah oui. Tu deviens plus fort quand tu es adaptable, ce que j'appelle l'adaptabilité. Et du coup, à 8000, je sais pas, c'est comme si je te donnais un nouveau repère, ou avec tes nouvelles palmes par exemple, et puis d'un coup, bam. Et là, tu es plongé un peu dans l'inconnu, tu sais plus trop. Et c'est corrélé, tous ces principes-là d'inconnu, de flou et de curseurs totalement différents, avec en plus une chose qui est commune, je pense, à l'apnée, qui est cette forme d'aimantation, tu vois, vers le haut. Et c'est ça qui est drôle, justement, c'est ces points communs entre l'apnée et l'alpisme. Et vous, j'imagine, vers le bas aussi, quoi. Cette attraction qu'on a vers les sommets ou vers le bas, effectivement, c'est un truc qui est très spécifique et qui va au-delà du sport. Parce qu'en apnée, tu as aussi la discipline de l'apnée dynamique. Tu vois, Arthur, spécialiste, lui, de l'apnée en dynamique, en piscine ou sous la glace. Moi, je sais que je suis incapable de fournir de pousser. Dans le rouge à ce point-là. Impossible. Il n'y a pas ce truc-là qui m'attire, quoi. Ça redevient quelque chose de plus sportif. Et que je peux retrouver en montagne aussi, quand moi je vais monter, c'est grisant, c'est un truc, il ne faudrait pas que je me fasse de la haute montagne, parce que je deviendrais complètement débile. Hein. Parce que symboliquement, les hommes vont dans l'eau pour ramener quelque chose d'en bas. Tu descends et tu
va faire quelque chose. Et j'aimais bien qu'on règle la profondeur à 20 cm du fond. Ok. Pour que quand j'arrive en bas, j'allais foutre la main dans le sable. Et quand je descendais, j'ouvrais les yeux. Et l'apparition comme ça, donc tu pars, t'as la lumière de la surface qui disparaît, après, tu rentres un peu dans l'obscurité. Et là d'un coup, t'as le fond de sable qui réfléchit la lumière qui... J'avais fait ça sur le plus 80 mètres, tu vois. Et tu vois, t'as de la lumière ou pas? Alors, il y a de la lumière. Tu vois quoi? Tu vois. Et il suffit que le fond soit un peu vaseux, blanc, clair. Bah, le peu de lumière, au final, est réfléchi et ça fait renaître une lumière. Ah ouais. Léger, hein. Mais tu vas dans l'obscurité et puis là d'un coup, ça se rééclaircit et tu as une espèce d'apparition comme un vaisseau spatial qui va atterrir sur une planète. J'arrivais en bas et je plongeais ma main dans le sable et je remontais à la surface, ce truc-là. Et un jour, j'ai remonté comme ça, au hasard, on s'est retrouvés sans le savoir sur le site d'une épave, et j'ai remonté des bouts d'assiettes. Mais waouh, ça fait remonter un truc chasse au trésor, tu vois. Moi, ce que je veux te faire faire, c'est pas que la respiration là, dans les exercices, c'est aussi de l'apnée à sec. Je peux pas te dire et te garantir. Ça, c'est sûr, ça va te faire progresser. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton ressenti et que tu puisses essayer aussi, peut-être en situation, quand tu es en... Ah ouais, tu veux dire en dynamique? En dynamique, pour voir est-ce que tu sens des petites choses, des petites adaptations. C'est de l'expérimental, hein, de toute façon. Bon, on va faire un peu de respi, là. Ouais, carrément, Moi, je vais te faire quelques exercices d'apnée pour tester un peu, voir. Trop bien, Allez. Donc, juste dans un premier temps, je ne te donne aucune consigne particulière, si ce n'est... Enchaîne des cycles ventilatoires, donc inspiration, expiration, en ayant juste la conscience qui est portée sur la mécanique du souffle. À l'inspi, tu contractes des muscles pour faire entrer de l'air. À l'expi, tu débranches tout. Ton poumon devient un sac inerte. Et d'un coup, tu ouvres la bouche. Un peu comme sur l'épisode 2, je vais vous épargner ce long moment où Guillaume m'a appris certaines techniques de respiration qui pourrait m'être utile au K2. Là, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur une respiration que tu peux utiliser, que tu peux convoquer à n'importe quel moment. Genre, tu me disais tout à l'heure, tu es au sommet, tu vas devoir gonfler ta voile. Tu prends 1 minute, juste, et tu essaies de te concentrer sur la temporalité. Prendre une bonne grande inspiration, faire un temps de rétention, contrôler l'expi pour qu'elle soit un peu plus longue. En gros, quand tu as un temps de rétention, quand tes poumons sont pleins, tu favorises la diffusion, le passage de l'oxygène dans la paroi des poumons vers le sang, par la paroi alvéolo-capillaire. Ok. Les 3 premières apnées, tu vas les faire en n'ayant pas les poumons pleins, pour rajouter un handicap. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais une apnée... Je vais m'arrêter avant que ça s'empêche totalement. Non, pire, tu vas expirer. Oh non. Faire le sens du bac. C'est normal, quand on veut faire une apnée poussée, c'est pas ça qu'on fait. Mais pour l'entraînement, on en fait plein de ça. Ah ouais? Plein. Et d'ailleurs, je vais te donner des petits exercices à faire, tu feras que des comme ça. D'accord. Pourquoi? Parce que tu peux en fait rentrer dans l'hypoxie beaucoup plus vite. Là, tu peux faire... Allez, tu prends une grande inspi. Là, tu peux réinspirer plus vite, fort, et tu laisses sortir ton air sans forcer. Et voilà, c'est parti, l'apnée commence. Et essaie de, comme en méditation, décomposer tous les signaux très fins. « 5, 4, 3, 2, 1, allez, grande inspi. On bloque, on souffle, on refait, on bloque, on souffle, 3e fois. À la grande inspi profonde, là, tu la fais bien, hop, et tu relâches. Sans forcer, c'est parti pour la 3e. Donc là, voilà, l'inconfort commence à arriver, donc tu fais que de le repousser depuis tout à l'heure. Je t'amène un tout petit peu plus loin, toujours dans cette idée de l'adaptation. 4, 3,
2, 1. Et là, je pense que tu peux sortir. Super. Allez, la respiration de récup. On bloque. Expire bien fort. Inspire fort. On bloque une troisième fois. Et tu peux revenir au réel avec nous. Globalement, c'est hyper étonnant parce que ça te contracte tout, quoi. Je sais pas si c'est les abdos ou... Tu sais, Bah, t'es rempli, évidemment. Les spasmes, là. Ah ouais, les spasmes, c'est spécial. Hein. Si tu devais faire une estimation. Ouais. Je dirais... Attends. Comme ça. La dernière, 1 minute... Ah, tu penses que tu passes la minute? Putain... Non, non, j'en sais, je te... 1 minute 5. 1 minute 05. La dernière, t'as fait 3,17. Ah ouais, mais je suis vraiment à des années-lumière de... Voilà. Je crois toujours que je vais faire moins que ce que je suis capable de faire, tu vois. Donc ça explique aussi, entre autres, pourquoi j'ai t'es très prudent, t'es très... Ouais, j'aime bien vraiment essayer de valider les étapes au fur et à mesure et du coup, je pensais vraiment... Là, t'étais super loin quand même. Ouais, j'étais vraiment très loin. Donc 3 fois moins, à peu près, à chaque fois. Ben merci. Avec plaisir. Maintenant, c'est l'heure de manger. Ben ouais, trop bien, la récompense. C'était un voyage, quoi, vraiment. Hein. C'était vraiment un voyage. Parce que là, 5 apnées comme ça, guidés par Guillaume, wow, c'était fort, quoi. Vraiment fort. Et du coup, je te dis, des fois, tu sais, j'avais ces sensations d'être en altitude, enfin, tu vois, d'être là, ouais. Enfin, je te dis pas ça pour le boîtier, hein, enfin. Tu vois, ça l'interpellait quand je lui parlais un petit peu de minimalisme, enfin du moins d'épurer des choses, comme des fois nous on peut le faire en style alpin, le fait que t'es en solo total, il n'y a pas de corde, tu vois. Tu vois, tu sens qu'on a des différences aussi, effectivement, de milieu face à la prise de risque, quoi, évidemment. En fait, des fois, dans une seule saison, il peut y avoir qu'une seule journée où c'est grimpable, quoi. Par rapport aux conditions, météo, le vent, la neige, la nivologie, le fait qu'il n'y ait pas d'avalanche. C'est compliqué, c'est extrême dans le sens où, pas extrême, je veux dire, physiquement ça l'est aussi, mais aussi mentalement, c'est de te dire, genre autant, tu feras rien, quoi. Je suis au camp 2. Il neige un petit peu, il y a du vent. Ouais, c'est pas du tout les bonnes conditions. Et ça, c'est la dernière vidéo que j'ai prise avant le blackout, quoi. Et là, t'es au bout de ta vie déjà. Pas tant que ça. Le bottleneck, l'immense Sirac. Ah, c'est lui le... Impressionnant, hein. Ouais, ça, c'est ça. On va essayer de rester le moins longtemps possible, mais... Bah, il fait à peu près, ouais, c'est une petite centaine de mètres à peu près, quoi, ouais. Je suis fatigué. Alors, Des déséquilibres. ouais, je disais ça, tu vois, mais Là, j'ai une petite pause. c'était peut-être des prémices de symptômes et j'aurais dû en prendre compte sûrement, mais en même temps, tu vois, je suis à 8002, 8003, donc pour moi, c'était normal d'avoir des nouvelles perceptions, d'avoir des nouveaux ressentis. C'est dans tous ces lieux-là, notamment là c'est le camp 2, là c'est le camp 3, là c'est le camp 4. Je peux essayer d'imaginer, mettre en pratique les principes de respiration. C'est une ascension qui dure quand même 15 heures, donc c'est pas un sprint, tu vois. Tu prends... Peut-être 2 minutes, tu vois, 4 ouais. minutes, et ça peut vraiment, je pense, m'aider, tu vois. Donc ça, c'était 2015. 2015, je tentais de C'est battre où? le 5e record du monde à Chypre. Chypre. Et 2 jours après, je tente le record à 129. Le record est à 128, Ouais. non 129. Et là, Ouais. je chope. Donc là, t'es à 129 finalement. À 139. Exactement, mais je le sais pas. T'es à 139 sans le savoir. Et là, je suis déjà un peu dans les choux, quoi. Hein. Et là, on arrive à 10 mètres de la surface. Voilà, et bye bye. Voilà. J'ai aucun souvenir, moi, c'est comme toi qui a Ouais, blackout, l'amnésie. ouais. Moi, je me Ouais. rappelle ce jour-là d'avoir chopé la plaquette au fond. Je me rappelle des 20 premiers mètres où je pale en me disant bon bah allez, hein, y a plus qu'à remonter. Et après, je sais plus ce qui s'est passé. C'est ce qui t'a amené à switcher complètement dans ta carrière, quoi. C'est ce qui m'a amené à dire Ouais, stop, quoi. à dire voilà, ouais, la quête des records on met de côté, Ouais. stop. Ouais, ouais. Dans ta carrière, finalement, t'as switché et t'étais performeur. Tu l'es moins aujourd'hui et maintenant t'es plus dans un
Une volonté de transmission, de création, de... Transmission et création. Alors Guillaume, là, ce tableau, là, ça évoque quelque chose pour toi? Ah bah oui, c'est clairement la rencontre, une des rencontres les plus incroyables sous-marines que j'ai pu avoir avec les cachalots à l'île Maurice. C'est la rencontre entre moi qui essaye d'être mammifère humain qui va dans l'eau avec l'incarnation du mammifère marin. C'était 1h30 en apnée, on plonge à 1500 mètres, 2000 mètres de profondeur. Ah ouais, donc c'est des bons apnéistes, toi. Plongée un peu spéciale dans les grandes profondeurs. Donc tu te souviens, ouais. Je me souviens, celle où j'ai le sentiment d'être en maîtrise. Elles ont tout en point commun d'avoir réussi à y rentrer dans cette plongée avec un vrai sentiment de calme. Ouais, de sérénité, quoi. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, dans un milieu où l'hypoxie, c'est le nœud, de le travailler en amont et de voir tout ce qu'il y a autour de cette compréhension de la respiration, de cette maîtrise. Ça me paraît quand même assez évident que ça puisse... C'est pas possible que ça ne puisse pas apporter un petit truc, un petit quelque chose. Et ça se joue sur tellement de détails. Ça va bien? Vous êtes vachement habillés les gars, dis donc. Ben ouais, mais moi je viens des Hautes-Alpes, tu vois, et du coup je suis décalé là. Ah ouais, tu m'étonnes. Je prends un petit après un bout de ça, ouais, tu craques quoi, tu craques le en deux là. J'ai pas envie de prendre le meilleur. C'est les tartes typiques des Hautes-Alpes. C'est coquin. Et ça, c'est quoi? C'est histoire de se lester avant la plongée. On démarre bien là, sur de bonnes bases. On emmène ça sur le bateau, non? Eh ben on prend les affaires. On se met là-bas? Allez, go. Allez. Comme tu veux, mais après je suis fin, j'ai des membres plutôt fins. J'ai peur qu'en M tu sois quand même un peu à l'étroit. Et pour faire pipi, C'est forcer les pattes. Pour faire pipi, je me transforme en créature des mers là. Et c'est un peu comme 8000 quoi. T'as besoin d'une certaine expérience pour savoir comment t'acclimater, pas dépasser les paliers entre les nuits. Ouais, il faut quand même se connaître, il faut quand même en apprendre avant de s'engager et de s'exposer, tu vois. En fait, de toute façon, ton destin, il est largement influencé par là où tu as grandi, donc si j'avais grandi là, j'aurais fait ça, je pense. Je serais resté là comme ça, tu vois, toute la journée, à conduire des Zodiacs. J'ai moins cette notion de côté abrupt, tu vois. Mais par contre, tu l'aperçois en imaginant quand même plonger sous la surface de l'eau. Et là, ça devient tout aussi obscur que la façonneur des Grands Jorasses. Imagine-toi plonger 129 mètres là, comme ça, là. Je sais pas, juste d'être là, comme ça, à la surface de l'eau, tu t'en rends compte déjà. Dingue. Mets d'abord le haut. Ouais. J'enlève ça, le t-shirt. T'enlèves le t-shirt. Ouais, ok. Et puis après, on mettra les plombs. Je suis très curieux quand même de voir comment tu vas réagir à l'apnée. T'as une physio atypique. Ouais. C'est très complet, il n'y a pas que cette notion physiologique, il y a aussi l'appétence à la mer, j'imagine, enfin, le fait de se sentir bien dans l'eau, tu vois, c'est un... Mais tout se développe, hein. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir. Mais en premier lieu, tu vois, je peux très bien être un peu paniqué à être sous l'eau, tu vois. Tout à fait. Comme je le vois en montagne, quoi, les gens qui sont pas habitués, qui ont un petit peu peur. Bah moi, par exemple. De toute façon, dans l'eau, là, à partir du moment où on est dans l'eau, on va se refroidir, donc on a 1 heure dans l'eau, là. Ouais, nickel. Bon, allez, hein. Ok, 3, 2, 1, allez, go. C'est froid, hein, la gueule, hein.
te détendre pendant 1 minute. Et ensuite, c'est parti. Si tu l'abordes avec un état d'esprit combatif, ça ne marche pas. Donc tu dois apprendre à te détendre, à l'accepter, à lâcher complètement, et c'est la condition pour continuer de descendre et du plaisir. T'as pas le choix en fait. Déjà, c'est une grosse victoire, ça veut dire que tes oreilles passent. On aurait pu avoir une galère là, qui fait qu'on passe toute la séance à essayer de régler les oreilles et La dernière on a faite avec Guillaume et c'était dingue, c'était trop beau quoi. Il y avait un cumul de relâchement, de découverte et il y avait tous les éléments, enfin tu avais la luminosité, les poissons, il y avait Guillaume devant là qui me regardait, c'était... Et il se mettait en position, c'était beau quoi, j'avais l'impression d'être dans ces vidéos mais en réel quoi, tu vois. Ça allait mieux là. génial. Ah, trop bien. Ah, trop bon. Ils sont fatigants ces mecs qui sont doués en tout. À tous ceux qui disent que j'aime pas l'eau. Ah ouais non, grand moment. Grand moment de partage. Il y a un côté quand même identique à ce qu'on vit en montagne. Hein. Non, c'est fascinant. Bon bah nickel, allez, hein, plus qu'à remonter l'ancre. All good. Oh, Ah, regarde les dorsaux qu'il a, ça va, il va y arriver tout seul. Le grimpeur là. Cette rencontre avec Guillaume a été hyper enrichissante. Ça m'a permis d'acquérir de nouvelles bases sur une autre façon d'améliorer mes performances en très haute altitude, une nouvelle manière d'appréhender l'hypoxie. Je suis curieux de mettre en pratique ces conseils au K2 et de voir ce que ça génère en moi. Ça pourrait m'aider à prendre de meilleures décisions là-haut. En tout cas, après ces 3 mois de préparation, je me sens prêt pour affronter l'un de mes plus gros défis, faire le K2 à la journée. Je retiens mon souffle et j'ajuste les tout derniers détails. Maintenant, il est grand temps de s'envoler pour le Pakistan.